Ah, 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 C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il y en a d'autres au-dessus de moi. C'est pas moi qui ai fait tomber. Vous ne pouvez pas m'accuser. ah, ah, Qui a fait les morts? Qui est responsable des travail? ah. La chanson que vous venez d'entendre parle de Devie Moore, un boxeur afro-américain mort sur le ring en 1967. Devie Moore, il vient des quartiers précarisés de Chicago. Et il a dû faire face à la discrimination raciale. Et pour s'en sortir, il utilisera la boxe comme moyen d'ascension sociale. Et pourtant, il en est mort. L'auteur de la chanson essaye de comprendre, au-delà de la main qui a tué Devie Moore, qui est coupable de la mort de ce boxeur. L'arbitre qui a arrêté le combat beaucoup trop tard. Ou peut-être le public qui acclame les deux boxeurs jusqu'à ce qu'ils s'entretuent. Ou encore le manager qui fait commerce du sang, de la sueur et de la vie de ces boxeurs. Poser la question, c'est y répondre. Ils sont tous coupables, chacun à leur échelle, comme les rouages d'une machine qui broie les existences et les êtres et qui mène à la mort de Devie Moore. Mais si je suis ici, c'est pas pour vous parler de Devie Moore. C'est pour vous parler d'Issam. Issam, c'est un jeune bruxellois qui est mort dans une fusillade quand il avait une vingtaine d'années à peine. Bon, je vais me présenter avant. Je m'appelle Fernando. Et avant, je travaillais dans une association qui s'occupait de détenus et d'ex-détenus. Et c'est là que j'ai rencontré Issam. Alors, Issam, c'est le fantasme du voyou. C'est-à-dire qu'il est jeune, d'origine étrangère, il a fait de la prison. Et pourtant, moi, quand il est venu dans mon bureau, j'ai juste vu un gamin. Un gamin qui avait l'air perdu et dépassé par ce qui lui arrivait. Et il avait raison d'être dépassé parce que quand tu sors de prison, tu as des dettes. Il devait rembourser toute une série de dettes à l'État pour des frais de justice, des frais d'avocat, les dommages causés à la société. En plus de ça, il n'a pas de diplôme. Il a fait de la prison. Il a un casier judiciaire. Autant dire que pour se réinsérer socio-professionnellement, c'était pratiquement mission impossible. L'entretien, il va se terminer avec Issam qui pleure dans mes bras. Et 4 ans plus tard, il sera assassiné dans une fusillade. Ce que je vous propose ce soir, c'est d'essayer de comprendre avec moi, comme l'auteur de la chanson, qu'est-ce qui a mené à la mort d'Issam. Bon, pour commencer, une petite anecdote. L'anecdote du jour où j'ai décidé de faire cette conférence gesticulée. En fait, c'était quelques années après la mort d'Issam. Je suis invité à une fête, et en arrivant à la fête, je me rends compte que c'est qu'à quelques rues de là où Issam est mort. L'endroit, il était énorme. C'était une grande maison avec un grand jardin, un grand salon. Et le salon, il avait été adapté en scène. Et sur la scène, il y a des gens qui sont montés pour réciter des poèmes, déclamer un texte, ou jouer des beaux morceaux au piano ou à la guitare. Et moi, pendant toute cette soirée, au plus les heures passaient, au plus je sentais de la colère monter en moi. En fait, le fait que cette soirée se passe juste à quelques centaines de mètres de là où il était mort, le fait que ces deux réalités soient l'une à côté de l'autre, ça me semblait être déjà une violence en soi. C'était comme les deux faces d'une même pièce. C'est comme si, parce que des gens vivent dans le bonheur et l'insouciance, il y en a d'autres qui crèvent dans la misère et la violence. Désolé. Bon. On va changer de sujet. Hein, ça va. On va parler de la boxe. Hein. J'ai commencé avec une chanson de boxe, hein, d'accord? Qui connaît un peu la boxe ici? Toi, tu connais la boxe? Ok. C'est quoi le shadow boxing? Ouais, c'est ça. C'est ça. On s'imagine un adversaire et on boxe contre lui. On utilise ça beaucoup en boxe, par exemple, pour se chauffer. On commence l'entraînement et on se chauffe. On s'entraîne en bloc, on esquive. Hein. C'est ça le shadowboxing. Donc par un effort de concentration et d'imagination, le boxeur, il imagine un adversaire contre qui il combat.
En fait, c'est comme s'il se battait contre lui-même et en même temps contre un adversaire. Hein. L'autre, c'est moi c'est l'autre c'est moi. Issam, c'est moi. Moi, je suis Sam. J'ai eu cette impression, en fait, quand ça lui arrivait. Et je crois que c'est pour ça que ça m'a tellement marqué. J'ai eu l'impression que ça aurait pu m'arriver à moi aussi. Je vais vous expliquer. Pour ça, on va remonter un petit peu le temps, d'accord? À ce moment-là, j'ai 10 ans. Je vis avec ma famille et il y a mon père, ma mère, mon frère et moi. On vit en Belgique, à Bruxelles. Et la particularité de Bruxelles, c'est que ce n'est pas comme en France où les quartiers populaires et les banlieues, elles sont excentrés. En fait, Bruxelles, tout se mélange. Tu peux avoir un quartier populaire à côté d'un quartier riche. Tu peux avoir un quartier populaire à côté d'une riche avenue commerciale. Nous, on habite dans un bâtiment. Hein, un grand bâtiment, près d'une zone de deal. On habite au 6e étage. Mon père, il vient de trouver un travail. Après des années de galère, il a trouvé un job dans l'association où bosse ma mère. Et moi, depuis la fenêtre de ma chambre, j'ai vu sur un autre bâtiment, du même acabit que le mien. Et entre les deux bâtiments, il y a un terrain vague avec du bitume, du ciment. Et moi, les petits du quartier, on joue au foot là-dessus. Et souvent, il y a mon père qui vient nous regarder depuis le balcon. Ou il y a ma mère qui nous appelle pour aller manger. « Niños, a comer !» Mes parents, ils viennent tous les deux de Colombie. 10 enfants de chaque côté, famille nombreuse. Ma mère, elle est sociologue. Mon père, il est doctorant. Il a fait des études de vétérinaire en Colombie. Il est professeur universitaire. Il est super fier parce qu'il vient d'un quartier super pauvre en Colombie. Et du coup, pour lui, les études, ça a été un moyen d'ascension sociale. Bon, si l'adaptation en Belgique pour ma mère, elle se passera plus ou moins bien, pour mon père, ce sera un peu plus compliqué. Parce qu'au cas où vous n'êtes pas au courant, hein, il y a un phénomène un peu étrange qui arrive à tous les migrants qui viennent vers l'Europe. C'est qu'au fur et à mesure de leur voyage, c'est comme si leur diplôme, leurs compétences, leur savoir-faire, tout ça disparaissait. C'est comme si, en fait, au fur et à mesure de leur voyage, c'est leur identité tout entière qui se décomposait. Du coup, mon père, par exemple, hein, il part de Colombie. En Colombie, il est frère, ami, professeur, universitaire, doctorant. Hein, et il arrive en Belgique, migrant. Ah. Il rejoint le rang de tous ces indésirables-là qu'on tolère qu'à partir du moment où il torche le cul des citoyens bien comme il faut. Et en plus, mon père, il est naïf. C'est la première fois qu'il prend l'avion pendant tellement d'heures. Du coup, il a mal au ventre, il ne mange pas, il ne se sent pas bien, quoi. Bon, je vous préviens. Si vous venez de Colombie et que vous êtes colombien, mangez dans l'avion. Obligé. Parce que sinon, on arrive à Paris et ils pensent que vous avez de la coke dans le ventre et ils vous contrôlent. Et c'est ce qui arrive à mon père. Il arrive à Paris, parce qu'avant d'arriver en Belgique, il passe par Paris, et il vivra un contrôle qui le traumatisera. Ce sera long, humiliant, violent. En plus de ça, quand il arrive en Belgique, sa situation elle tarde à se régulariser, donc il aura peur de la police tout le temps. Il aura peur qu'on l'attrape et qu'on le renvoie de Colombie alors que moi, je viens de naître. Tous ces événements, ils plongeront mon père dans une dépression profonde. Et ça causera en lui des changements de comportement soudains. Il pourra passer du meilleur papa du monde à des crises de colère très violentes. Bon, moi de mon côté, j'adore écrire et j'adore lire. Hein, j'écris des poèmes, j'écris des nouvelles, un peu comme les bobos d'anecdotes là au début. Et du coup, un jour, je suis dans mon salon, j'ai 10 ans, je regarde la télévision, on annonce un concours, c'est l'enfant soldat la thématique. Et moi, je suis naïf, moi, à ce moment-là, je me dis, je prends un bic, je prends une feuille, je suis un écrivain, quoi. J'écris. Non, je vous jure, moi, à ce moment-là, je me dis, tu prends un bic, tu prends une feuille, et t'es Fernando Pessoa, Isabel Allende, Jorge Amado, qui tu veux. Et du coup, j'écris un poème. Je ne me rappelle pas tout le poème, et puis je crois. Je vais vous faire le début, d'accord? Je me rappelle juste du début. Le début, ça donnait un truc un peu du genre l'enfant soldat part au combat. Va-t-il revenir? Je ne sais pas. Mais pourquoi fait-il cela? Pourquoi se bat-il pour lui ou pour toi? C'est tout. C'est fini. Bon, c'est pas du Shakespeare, c'est pas du Molière, mais les questions, elles sont légitimes. Hein, c'est des questions qu'on peut poser légitimement à un gosse qui serait dans une zone de guerre, qui avec une arme dans les mains, qui va au combat, quoi. Mais ces questions-là, ce poème-là,
Moi, il m'est revenu à la mort d'Issam. Parce que celui qui a tué Issam, on va l'appeler Nassour, ça va, on va l'appeler Nassour. Il avait 18 ans. C'était un gosse. Et on est d'accord, la Belgique, c'est pas une zone de guerre. Et pourtant, il y a eu un mort. Et puis, Nassour, c'est pas un enfant soldat, on est d'accord. Et pourtant, il avait un flingue entre les mains. Et je me suis demandé, moi, à plein de reprises, qu'est-ce que ça aurait fait si j'avais vu Nassour avant qu'il tire? Si je lui avais posé ces questions-là? Oh, Nassour! Oh, tu vas où, Nassour, là? Vas-y, Nassour, qu'est-ce que tu fais? Reviens! Reviens, putain, et qu'est-ce que tu fais avec un flingue entre les mains, là? Nassour! T'es un gamin, putain! T'as 18 ans! Nassour, arrête tes conneries, Nassour. Tu sais ce que tu vas faire, là? Y a pas de retour en arrière après ça, tu seras un meurtrier, putain! T'es un gosse, Nassour. Baisse ce flingue, Nassour! Ah! Qu'est-ce que t'as fait, Nassour? Qu'est-ce que t'as fait, putain? Tu l'as buté, putain! Nassour, qu'est-ce que t'as fait, putain? T'es un gosse, t'as 18 ans. Qu'est-ce que tu faisais avec un flingue entre les mains, Nassour? Je sais pas, moi. À 18 ans, on a des rêves, on fait la fête, on écrit des poèmes, je sais pas, moi, Nassour. Et pourquoi t'étais pas à l'école, Nassour? T'as 18 piges. Tu devrais être à l'école, Nassour. J'ai 12 ans, bientôt 13. Je suis à l'école. Je viens d'arriver au collège. Je suis dans le bureau de l'éducatrice. Et les choses, elles ont un peu changé depuis mes 10 ans. Mes parents, ils ont divorcé. Mon père, il est reparti vivre en Colombie et ma mère est toute seule avec nous. Au niveau économique, c'est compliqué. Et puis, elle pleure beaucoup. Moi, à l'école, je vis ce qu'on appelle du harcèlement. Je me fais harceler par d'autres élèves. Je me fais humilier, insulter, taper tous les jours. Et l'école où je suis, c'est pas une école de voyous, hein. C'est une école bien comme il faut. Ma mère, elle voulait me mettre dans une bonne école. Donc les élèves qui me harcèlent, c'est des gamins de classe moyenne supérieure. On revient sur le bureau d'éducatrice. Elle est en face de moi. Elle est toute petite. On dirait qu'elle n'a pas de cou. Elle a la tête collée aux épaules comme ça, un nez crochu, des lunettes au bout du nez. Alors, tu vas avouer? T'es vraiment un bon à rien, hein? Je sais pas ce qu'on va faire de toi. Je veux que tu avoues. Je sais que c'est toi qui as volé le portefeuille. Du coup, je vais te laisser 15 minutes. Je sors du bureau, je reviens et je veux des aveux. En bonne et due forme. Elle a raison sur un point, l'éducatrice. C'est moi qui ai volé le portefeuille. À ce moment-là, il faut savoir que pour oublier ce que je vis avec toute cette question d'harcèlement, sur le temps de midi, je vais piquer des bouteilles d'alcool au supermarché du coin. Je pique des bouteilles de Porto dans le rayon vin, parce que les bouteilles d'alcool fort, elles sont derrière la caisse. C'est un détail technique. Je vole les bouteilles Porto dans le rayon vin, d'accord? Et puis quand je fais pas ça, je fais du rabattage pour un dealer. Hein, il y a un dealer du quartier, c'est un grand de notre quartier, et je lui ramène plein de clients, et en échange, lui, il me refile 1 ou 2 pétards. Bon, et quand j'ai pas de pétards et pas d'alcool, je pique des portefeuilles. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et c'est pas la première fois qu'on me dit ça. En fait, on me l'a dit quand je suis rentré dans cette école, quelques mois après. C'était en cours de français pendant une dissertation. On attendait les résultats. Et moi, vous savez, je rêvais d'être écrivain, quoi. J'étais trop fou. Je me disais, waouh, on va recevoir les résultats, c'est trop bien. Madame de Rouc donne les points. Oh, Adeline, Adeline, c'est magnifique ce que tu viens d'écrire. Oh, Adeline, c'est magnifique. Quel talent, à cet âge. Mais tu vas devenir écrivaine, Adeline, c'est sûr. Bon, je vous avoue, quand elle est arrivée à mon prénom, c'était pas exactement la même réaction. Elle a pris une grande inspiration. Et dans un silence de mort comme ça, quant à toi,
je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire avec toi. C'est-à-dire que ton travail, c'est une bouillie de phrases indigestes. On dirait que tu as vomi sur ta feuille. 0/20. Vomi sur ta feuille. Elle y a été fort. Non. Et cette phrase, elle résonnera longtemps en moi. Parce qu'à ce moment-là, je vis déjà le harcèlement. Je galère à l'école. C'est complexe. Et je m'accroche qu'à un seul truc, moi. Il y a le seul truc, le seul rêve auquel je m'accroche, c'est ce délire de devenir écrivain. Je me dis, putain, un jour, je serai écrivain. C'est ça qui me fait vibrer. Donc, quand elle me dit ça, c'est comme une condamnation à mort de la seule chose qui me fait tenir. Et puis, si je ne deviens pas écrivain, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Et l'éducatrice revient dans le bureau. Alors, tu vas répondre? Tu dis rien. Comme d'habitude. Tu finiras en prison, toi, c'est sûr. C'est peut-être ça. En boxe anglaise, je reviens sur la boxe. Il y a un sociologue qui s'appelle Loïc Wacan. C'est un sociologue français qui a fait sa thèse avec Pierre Bourdieu et tout. Voilà, écoute. Le gars, il va aux États-Unis, ok? Il se dit, je vais étudier les quartiers pauvres de Chicago. Et pour le faire, il va dans un club de boxe. Il se dit, à partir de là, je pourrais comprendre les dynamiques du quartier. Mais finalement, il décide de ne pas étudier les quartiers pauvres de Chicago. Il se rend compte de tout ce qui se passe dans le gym, dans la salle de boxe, et il se dit, je vais étudier la boxe. Et je vais comprendre comment est-ce que ce club-là influence toute une série de choses. Alors, dans son bouquin, il explique que pour toute une série de jeunes de quartier populaires, la boxe, et la salle de boxe surtout, c'est comme une école. C'est comme un sanctuaire. En fait, peu importe que tu aies fait des conneries dans la rue, à l'école, dans ta vie, peu importe, tout le monde est bienvenu à partir du moment où il se soumet à la discipline du gym. Puis Loïc Wacan, il remarque autre chose. Il dit que les jeunes qui viennent de quartiers populaires, ils ont très peu de moyens de se valoriser. Et donc, un des seuls moyens de distinction sociale qu'ils ont, c'est le corps. C'est tout ce qui leur reste. Il appelle ça le capital corporel. Tu sacrifies ton corps pour devenir quelqu'un. Moi, c'est après une énième agression que je finirai par m'inscrire dans un club de boxe. Je suis avec mon petit frère, on rentre à la maison, on se fait attraper par une bande, on se fait racketter. Mon petit frère, il pleure. Je me sens mal, ça me touche. Et puis je me dis, mais merde, ma mère, elle n'est pas bien. Elle ne peut pas nous protéger. Et mon père, il est parti, il est loin, il est en Colombie. Il ne reste plus que moi. Je dois apprendre la violence. Je dois comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir nous défendre. Il y a un autre sociologue, Marwan Mohamed. Dans un podcast, il explique que si toute une série de jeunes dans les quartiers se construisent avec des codes qui reflètent la violence, la virilité et la force, c'est pour deux raisons. La première, et la plus importante, c'est la peur. Quand on circule dans des milieux violents, c'est important de refléter une image de violence pour qu'on nous laisse tranquilles. J'avais entendu autre chose dans une émission. C'était sur la révolution industrielle. Ils expliquaient que dans les familles prolétaires de la révolution, pendant cette époque-là, l'habitus viriliste, il était extrêmement encouragé. Parce que les familles savaient que leurs gamins allaient devoir travailler comme des forcenés dans des usines et des industries. Il fallait être fort, avoir un corps fort et une tête forte pour tenir. C'est le contexte qui structure nos identités. Pas le contraire. Bon. Marwan Mohamed, il parle de la deuxième raison qui fait que toute une série de jeunes se construisent via des codes reflétant la violence, la virilité, la force. C'est la dignité. Il dit que quand on a été invalidé dans tous les lieux institutionnels où normalement on nous légitime, on adopte et on accepte d'habiter la place qu'on nous désigne. Si tu me dis que je suis un voyou, si tu me dis que je vais devenir un voyou, je vais le devenir. Et je vais en être fier. Je vais inverser toutes les valeurs. Tout ce que tu me dis qui n'est pas bien de faire, je vais le faire. Et ça va devenir une fierté. La violence, l'insolence. Tout ça, ça va devenir des marqueurs identitaires. On appelle ça le retournement stigmate. Et Louisa Yousfi, elle en parle bien dans un bouquin « Rester barbare », elle explique ce phénomène-là. Et il y a plein d'exemples comme ça. Quand je sais pas moi, quand une chanteuse comme Clara Isé utilise le mot « chienne »,
et qu'elle retourne ce mot pour en faire une puissance. C'est un retournement de stigmate. Quand une fille de confession musulmane, dans un pays islamophobe, décide de porter un voile et d'être fière de ce qu'elle représente, de là où elle vient, c'est aussi un retournement de stigmate. C'est une manière de récupérer sa puissance. Et moi, c'est dans la rue que je l'ai trouvé, cette puissance. Et pour être sincère, je suis content que ça se soit passé comme ça. Parce que je pense que ça m'a aidé à survivre, vraiment. Bon. Ça ne sert à rien, je comprends même pas ce que j'ai écrit. J'aurais dû aller plus à l'école, franchement, ça m'aurait aidé. Du coup, on va essayer d'enchaîner. Du coup, moi, je traîne de plus en plus dans la rue à ce moment-là, hein. D'accord? Donc, je traîne de plus en plus dans la rue, puis à l'école, ça se passe pas bien. Je me fais renvoyer en tout 7 établissements en Belgique, à Bruxelles. Je me fais renvoyer de 7 établissements, j'insulte les profs, on se bagarre, on trafique, on sèche les cours, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Ça devient très complexe. Je me souviens par exemple d'un jour où le directeur, il appelle ma mère. Je vais vous le faire. Allô, madame? Oui, je vous appelle pour parler de votre fils. Oui, monsieur. Oui, vous inquiétez pas, monsieur. Oui, il n'est pas venu à l'école ces derniers jours, mais il va revenir. Je vous promets qu'il va revenir. Madame, s'il revient à l'école, j'appelle la police. Rac. Je l'ai fait galérer de ouf, ma mère. Franchement, je l'ai fait galérer. Elle a eu la vie dure. Et souvent, je me dis qu'à cette époque-là, nous, on jouait les voyous dans la rue, mais le vrai bonhomme dans l'affaire, c'était elle. Je veux dire, seule, avec des gosses, loin de sa famille, isolée, à devoir aller me chercher au commissariat. Enfin, je veux dire, c'était galère. Puis à cette époque-là, ma mère, elle commence à avoir peur pour moi. Mais pas peur pour ce que vous imaginez spontanément, tu vois, l'alcool, la drogue, les bagarres. Non. En fait, ma mère, à ce moment-là, elle rejoint le rang de toutes ces mamans qui ont peur quand leur fils sort dans la rue. Elles ont peur. Elles ont peur qu'on leur fasse du mal, qu'on les assassine parfois. Elles ont peur que la police leur fasse du mal. Parce que ma mère, elle commence à comprendre que moi et toute la petite bande de gamins avec qui on traîne, on est des cibles pour la police. Que là où nos mères, elles voient en nous des comportements normaux d'un jeune qui se construit, qui se cherche, d'un adolescent. Eux, ils voient dans chacun de nos faits et gestes les faits et gestes de criminels en puissance. Là où nos mères, elles nous voient comme des jeunes qui parlent souvent pas la langue du pays, qui n'ont rien à voir avec le pays d'origine, qui sont nés là. C'est dans leur regard que nous, on devient des étrangers. On est dans la rue, il doit être minuit. On est plusieurs potes à moi, on est à genoux, on est menottés. Et il y a un de mes potes qui s'adresse à un flic. Oh les gars, s'il vous plaît, vous pouvez pas desserrer un peu les menottes? J'ai mal au poignet. Le flic s'approche. Mais il ne desserre pas les menottes. Il attrape la tête de mon pote. Ah! Il l'éclate par terre. Quand mon pote relève la tête, je vois du sang qui coule partout, sur son visage, sur ses vêtements. Cette image, elle restera gravée en moi, avec toute une série d'autres images, pendant des années et des années. Une autre fois, on est dans un commissariat, je suis dans le bureau, il y a 4 ou 5 flics autour de moi, ils doivent avoir entre 30 et 40 ans. Moi, j'ai 16 ans. Je suis un gosse. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je revois la scène, je me dis, putain, j'ai 33 ans. Ils étaient 4 ou 5, entre 30 et 40 ans. J'ai 16 ans. Il y en a un qui augmente le son de la radio, pour pas qu'on m'entende crier, il me dit. Et les autres, ils commencent à mettre des claques, à se foutre de ma gueule, ils me mettent par terre. Ils me demandent de me relever. Ils recommencent à mettre des claques, ils se foutent de ma gueule, ils me mettent par terre une deuxième fois. Ils me demandent de me relever. À la 3e fois, oh, tu restes par terre maintenant. Tu restes par terre. Ah! 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 Attends, j'ai pas fini avec toi. Ça te fait quoi? D'avoir un gun sur la tête. T'as de la chance.
J'ai enlevé le chargeur, sinon la balle, elle aurait pu partir toute seule. Des scènes comme ça, c'est pas très exceptionnel, hein. On en vivra plein. Mes potes, ils en vivront plein. Les gens que j'ai croisés plus tard, quand je travaillerai en prison, ils en ont vécu plein. C'est quelque chose de banal, de normal, que nous, on va finir par naturaliser aussi. Qu'on va finir par naturaliser aussi. Ces violences-là, elles vous choquent au début, mais après, on s'y habitue. On comprend que la police peut nous tuer. On se dit que les flics qui sont censés nous défendre peuvent nous tuer. Et quand on est dans les commissariats, on se demande si on ne va pas y rester, réellement. Et puis on s'habitue, on se dit qu'il ne faut pas qu'on se fasse attraper, c'est tout. Que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait quelque chose, tu ne dois pas te faire attraper. Et ça causera des drames, hein. En Belgique, par exemple, il y a une histoire de petits jeunes qui sont dans le métro. La police arrive, ils ont peur, ils n'ont rien fait, ils sortent du collège, ils sont tout tranquilles. Et il y en a un qui a tellement peur. Probablement, je ne sais pas, mais probablement parce qu'il sait ce que les flics font aux gamins comme lui, qui court dans le tunnel du métro. Et il se fait renverser par le métro, écraser par le métro. Je veux dire, c'est de la terreur que nous, on avait par rapport aux flics. On les esquive, on ne veut pas les voir. Quand ils viennent nous contrôler, on s'échappe, qu'on ait fait ou qu'on ait rien fait. J'aimerais vous parler un peu de la violence. Il y a un auteur qui s'appelle Aimé Césaire. Il a écrit un livre qui s'appelle « Discours sur le colonialisme ». Il explique que la violence, au-delà d'impacter les victimes, elle déshumanise aussi les auteurs. C'est-à-dire qu'en déshumanisant l'autre, ils se déshumanisent eux aussi. Et ils préparent les déshumanisations à venir. La violence, c'est comme un venin qui les contamine. Et Aimé Césaire, il parle des violences sous le colonialisme. Il explique que les violences sous le colonialisme, c'était comme le banc d'essai, la salle de répétition des violences de masse qui seront exercées plus tard en Europe sous le nazisme. Il dit qu'il y a une généalogie de la violence. Et que ce qui a été commis là-bas se répercutera là aussi à un moment ou à un autre. C'est plus clair en France, hein. Les violences en Algérie, puis les flics qui vont exercer toute une série de violences sur les jeunes de quartiers populaires. Et les banlieues, qui sont les laboratoires pour tester des armes, hein, qui serviront ensuite à éborgner, arracher les mains des manifestants en plein Paris pour les Gilets jaunes. Hier, les mecs de banlieue, aujourd'hui les Gilets jaunes, et demain, tous les militants, peu importe ce que vous faites. Il y a une généalogie de la violence. Et nous, pendant ce temps-là, dans la rue, on se déshumanise aussi. On s'insensibilise. À force de voir des scènes violentes, tu sens que ton cœur, il se refroidit. Il se durcit. Et je serais terrorisé le jour où je vois ma mère qui pleure devant moi et je ressens rien. C'est comme si mon corps, il avait coupé tout rapport avec mes émotions. Et puis à partir de ce moment-là, je vivrais plein de scènes où j'aurais l'impression d'être comme dans une caméra extérieure. Je me verrais faire des choses ou être victime de choses sans savoir comment agir ou quoi faire. On m'expliquera plus tard que ça s'appelle dissociation. Et ça, je l'aurai à plusieurs reprises et pendant très 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 longtemps. À ce moment-là, je me rends compte que ça ne va pas et je commence à essayer de réagir. Je commence à me dire qu'il y a un problème, que ça va trop loin. Et je me rappelle par exemple d'une fois, on est sur une place, hein, on vient de s'embrouiller avec des gars, ça a été très loin, j'ai 3 potes qui sont dans la voiture, il y a un flingue en dessous du siège passager, et mon meilleur ami, il est sur la place. Et il est déter, je le connais, il est déter. On sait où le mec est. Il suffit qu'on y aille et qu'on tire dessus. Et mon pote, c'est lui qui veut tirer. Et là, je me dis, putain. Et d'habitude, je me pose pas de questions, mais là, je me dis, putain, on va aller chez le gars, on va l'exécuter. C'est une exécution qu'on va faire. Et donc, je sais pas, je me dis, oh putain, tu vas pas le faire. Sur la tête de ma mère que tu vas pas le faire. On va rester ici, on va se taper toi et moi, mais tu vas pas y aller. Tu vas pas y aller, mon frère. Il ira pas. Mais à ce moment-là, je capte que notre vie, elle peut basculer d'une seconde à l'autre. Que tout peut partir en couille très, 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 très vite. J'ai 18 ans, là. Et je sais que la prochaine connerie, c'est direct à prison. Et puis,
Puis la réalité nous rattrape et elle est violente. On a le cousin d'un pote qui se fait assassiner par arme blanche dans un métro. On a toute une série de potes qui commencent à rentrer en psychiatrie ou en prison. On a toute une série d'autres potes qui commencent à se clochardifier à force de fumer, de boire toute la journée dans la rue. Et puis moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire un cauchemar, toujours le même, pendant très longtemps. Je suis dans un bâtiment, on est plein dans ce bâtiment, et on a peur. Il y a un tueur dans le bâtiment, on essaye de s'enfuir, on court dans tous les sens, et finalement on arrive à s'enfuir, on quitte le bâtiment, on arrive sur un quai de métro. Et là, je vois le regard des gens qui change. Il commence à murmurer, à me pointer du doigt et je comprends. Le tueur dont tout le monde avait peur, y compris moi, c'est moi. Je vivrais beaucoup d'insomnie à cause de ce cauchemar-là. Et je me dirais qu'il faut absolument que je fasse quelque chose. J'irai déposer des CV, je ferai tout ce que je peux, mais j'ai pas de diplôme. Enfin voilà, c'est compliqué. Et finalement, on m'acceptera. On m'acceptera pour aller travailler au Quick. Vous pouvez rigoler, effectivement. Pas le meilleur boulot du monde. Bon, en boxe, peut-être ça fait de la boxe. Hein. Y a quoi comme manière de répondre à une attaque? Il y a l'esquive, ouais, on va esquiver, hein. Esquive rotative, ouais. La parade, le blocage, ok, ouais. Et quoi d'autre? Remettre le coup, le contre, c'est ça, exactement. Le contre, le concept, il est simple. Ça veut dire que tu me donnes un coup et je t'en redonne en même temps, ok? Tu me donnes un coup et pac! Je profite du moment où tu m'attaques pour te rendre à l'attaque directement, ok? Vous apprenez des petits trucs en boxe. Eh ben, c'est ça que j'aurais l'impression de faire au Quick. Parce qu'au Quick, j'ai l'impression de continuer à prendre des coups. Enfin, je veux dire, on est avec des managers et des directeurs qui nous humilient, nous parlent mal. Il y a un niveau de stress qui est énorme. Et il y a une compétition entre les serveurs, quoi. Je suis caissier, je dépose mon Coca-Cola, je reviens, il n'est pas là. Et en fait, c'est les autres qui te le piquent pour pouvoir aller plus vite et bien paraître devant le manager. Et du coup, moi, je me dis, non, il faut que je rende des coups. Et donc, ma mission, quand je suis au Quick, c'est d'offrir le plus de menus gratuits à tout le monde. C'est mon objectif. Je veux dire, je ne suis pas heureux s'il ne repart pas. Et donc, la stratégie, elle est simple. Il faut qu'il y ait transaction. Ça veut dire que la caisse doit s'ouvrir et se fermer. Donc, si j'ai 5 ou 6... j'ai quelqu'un qui te commande 5 ou 6 menus, d'accord? Et donc, je lui dis très fièrement, je lui dis 1 euro. Et ça posera à un moment donné un petit peu problème parce que ma file, elle grossira au fur et à mesure. Je ne me ferai pas attraper pour ça. Je ne me ferai pas virer je me ferai virer, mais pour autre chose. Et voilà, mais le Quick, j'ai l'impression que ça me tue, moi aussi. J'ai l'impression d'être enfermé dehors. Je me dis, putain, c'est ça le sort qu'on nous réserve, quoi. Et par exemple, il y a la presse. La presse, ça m'a aussi traumatisé. La presse, on est au-dessus, à la caisse, hein, ou aux cuisines, et donc il y a un trou. Et donc tu jettes les poubelles dans le trou. Et tu dois à chaque fois dire « poubelle » avant de la jeter. Bon, moi, je ne savais pas, j'oubliais souvent. Hein. Mais une fois que je suis en dessous, c'est-à-dire que le manager, comme il m'aime pas, il m'envoie la presse à chaque fois. Et la presse, c'est une énorme salle, un espèce d'entrepôt. Hein. Et donc, il y a des trous. Hein. Il y a un liquide par terre, là, tu vois, de boissons, de bouffe. Ça pue la mort, quoi. Ça pue la mort. T'as une tenue, là, pour pas que ça t'éclabousse dessus. T'es comme ça. Et puis, si le gars dit pas poubelle, tu te la prends dans la tête, quoi. Puis tu prends les poubelles et tu la mets dans la presse. Hein. La presse, il y a 2 compartiments, un truc au-dessus, un truc en dessous. Tu tournes un espèce de gros volant comme ça qui vient écraser la poubelle. Il y a une espèce de liquide dégueulasse qui sointe. Hein. Et ensuite, tu as un truc comme ça, tout aplati. Et tu remplis des containers pendant des heures. Et après, tu rentres à la maison. J'avais des cheveux à l'époque et ça s'accroche aux cheveux. Ça s'accroche aux vêtements, ça s'accroche à la peau. Je me lave, j'ai l'impression que ça part pas. Alors à chaque fois que je sors du Quick, moi, je me pose pendant au moins 1 heure avec un pétard, une bière, je regarde le vide, je me dis, waouh, franchement, je ne vais pas faire ça toute ma vie, c'est impossible. Je préfère encore retourner, je n'avais pas encore été, aller en prison, que faire ce boulot-là, quoi. Bon, ils finiront par me virer. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma putain de vie? C'est chaud. Alors j'ai un pote qui me propose une formation en sécurité. Parce que ça, je sais faire. La violence, je connais. J'ai pas peur de prendre des coups, d'en donner. Je connais ça. Et en fait, c'est souvent comme ça. Hein. L'État, il recycle la violence qu'il a lui-même produite à son service, pour le défendre. Bon, je fais cette formation de sécurité, mais ça se passe pas comme prévu, parce que le jour où je réussis mon examen,
Je rentre à la maison, ma mère à ce moment-là, elle a déménagé pour essayer de nous sortir du quartier. Hein, le problème, c'est que le quartier, c'est un quartier plutôt correct et il n'y a pas beaucoup de gueules comme moi. Donc je me fais contrôler tout le temps, systématiquement. Et ce jour-là, je rentre à la maison, il est 3 heures du matin, je dis au revoir à mon pote, il tourne le coin de rue, je vois une voiture de police, mais je suis vraiment en face de ma maison, gyrophare, sirène, tout le tralala. Je me dis, ok, c'est pour moi, je lève les mains. Je suis comme ça. Je suis vraiment en mode, j'ai rien fait, tranquille et tout. Bon, ça ne servira pas à grand-chose, hein. Les flics, ils s'arrêteront, comme d'habitude, coup du genou, patate, truc, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Ils me flanquent dans la voiture, sans me demander mes papiers d'identité, rien du tout. Pendant tout le trajet, ils me notent, évidemment. Pendant tout le trajet, moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Voilà. Je comprendrai une fois arrivé au commissariat qu'en fait, il y a des voisins qui m'ont vu traîner avec mon pote, hein, parce qu'ils ont embarqué mon pote aussi, ils ont été le chercher et l'ont pris. Et il y a des voisins qui m'ont vu traîner dans la rue avec mon pote et qui pensent qu'on a essayé de voler une voiture. Mais on n'a rien fait du tout, nous. Je leur explique, je vis là, je suis pas. On a vu des voleurs plus cons, ils me diront. Bon. Ils sont tellement dans un trip qu'à un moment donné, un des flics, il rentre dans la salle et me dit « Ouais, ton pote, il a tout avoué. Il a balancé, donc si tu veux pas plonger tout seul, il va falloir que tu balances aussi. » Mais j'avais rien fait. Bon, vient le moment du procès verbal. Donc, il le rédige une première fois. Le procès verbal, c'est quand on se fait arrêter, hein, avant d'être déféré ou pas devant le procureur. Bref, tu dois remplir un procès verbal. Je remplis le procès verbal. Ils me demandent de le signer directement. Je leur dis non. Je leur dis, j'ai envie de dire ce que vous avez écrit. Ils m'engueulent, ils m'insultent, ils me mettent des claques. Mais ils me permettent de le lire. Bon, dans le procès verbal, il y avait toute une série de choses que je n'avais pas dites et qui m'incriminaient. Je leur demande de recommencer. Ils m'insultent, ils me mettent des tartes, mais ils le recommencent. La deuxième fois, je fais la même chose. Est-ce qu'il y a moyen de le lire? Le même scénario. Non, un truc, machin, insulte, etc. Je le lis, il y avait encore des choses qui m'incriminaient. La troisième fois, ça passe. Et ils ont écrit des trucs que je n'avais pas dit, mais ça passe. Du coup, ils me mettent en cellule. Et à ce moment-là, je suis terrorisé parce qu'en fait, je sais que, ayant 18 ans, un casier judiciaire, je ne pourrais pas travailler en sécurité. Ça pose vraiment problème. Donc je me dis, merde, c'était ma porte de sortie. Et là, et je passerais toute la nuit avec un des flics. Je suppose qu'il y avait une caméra ou quoi. À chaque fois que je m'endormirais dans la cellule, il rentrera et « Oh, fils de pute, là! On va te tuer, t'entends ?» Bon. La police. Je connais. À la sortie du commissariat ce jour-là, à 9h30, il me dira « T'as eu de la chance, t'auras rien. » Bon, je bosse un peu en sécurité, ça se passe pas très bien. Je me dis que c'est pas pour moi. Du coup, j'ai un pote à moi qui me dit « Viens, on se présente à l'armée. » L'armée, c'est pépère. Tu pars 6 mois en mission, tu prends de l'argent, tu gaspilles rien, et quand tu reviens, tu as un peu de thunes. Puis moi, je sais que ma mère, elle est en galère, je sais qu'on est dans la merde. Je me dis, mais ouais, en fait, je vais faire ça. Je pars 6 mois, je récolte un peu de sous, et puis on se débrouille, quoi. Donc on va passer les tests à l'armée, on réussit les tests physiques, mais le psychologique sera un peu plus compliqué. Je me retrouve devant un psychologue, je sais pas, j'avais besoin de rédemption, et je lui dis, j'aimerais bien aider les gens au travers de l'armée. Elle me dit, Coco, t'as pas compris où t'étais. C'est pas de l'aide aux personnes ici. J'échouerai. Mon pote, je vous la fais parce que je l'aime beaucoup cette anecdote-là, mon pote, lui, il est de confession musulmane. Hein, et donc, il arrive chez la psychologue et la psychologue... Alors, monsieur, si vous êtes face à un musulman, est-ce que vous tirez, oui ou non? Et mon pote, très naïvement... Mais il a fait quoi, le musulman? Il m'expliquera que ça dure une demi-heure. Il a fait quoi, le musulman? Est-ce que vous tirez ou pas? Il a fait quoi, le musulman? Refusé, lui aussi. Sauf qu'à ce moment-là, pour nous, c'est un drame. C'était la dernière porte qu'on avait, quoi. Du coup, moi, je me dis, putain, je suis désespéré, qu'est-ce que je vais faire? Je prie tous les soirs, je me dis, quelque part, quelqu'un m'aide, un truc, je sais pas quoi. Et je prie le ciel, et le ciel, il m'avait déjà donné une solution. C'était ma mère. Parce que pendant tout ce parcours que je vous ai raconté là, ma mère, elle a toujours cru en moi. Je ne sais pas comment elle faisait, mais elle croyait en moi. Hein, ma mère, elle me disait, oh papito, il y a une différence entre ce que tu fais à un moment donné de ta vie et ce que tu es. Toutes les conneries là dans la rue, c'est pas toi. Je te connais, c'est pas toi. Ma mère, elle fera ça pour tout. Elle me défendra bec et ongles, y compris à l'école. Je me souviens d'une fois où un prof m'avait convaincu que je n'étais pas fait pour les filières générales et théoriques. Et il m'avait orienté vers des filières beaucoup plus manuelles. Et moi, j'étais complice avec le prof. On avait demandé à ma mère de venir et on était là déterminés tous les deux à vouloir la convaincre qu'il fallait m'orienter vers le manuel. Et ma mère, non! Je connais mon fils, monsieur. Je connais mon fils. Je sais de quoi il est capable. Non, monsieur, je ne vous crois pas. Il y a une autrice qui s'appelle Fatima Wassak. Elle a un bouquin qui s'appelle « La puissance des mères ».
Et c'est très intéressant ce qu'elle dit. Elle considère que les mamans sont des véritables acteurs politiques. Ils sont en vérité le vrai sujet révolutionnaire. Elle dit que les mamans qui ont dû défendre leurs gamins, les mamans racisées qui ont dû encore plus défendre leurs gamins face aux violences institutionnelles, hein, les violences de l'école, les violences policières, les violences judiciaires, elles ont une conscience des dysfonctionnements de l'État. Et qu'elles sont une puissance réelle de transformation sociale. Parce que dans leur effort pour défendre leur enfant, coûte que coûte, sur tout ce qui leur arrivera, elles sont déjà en train de faire un acte politique. Bon, ma mère, elle finira par me convaincre d'aller passer un examen d'admission dans une haute école. On appelle ça comme ça en Belgique. C'est un endroit où on fait des licences. Et là, pour moi, c'est une licence en travail social. Donc, en Belgique, si tu n'as pas eu ton bac, moi j'ai arrêté très tôt, j'ai triplé mes années, bref, si tu n'as pas eu ton bac, tu peux passer cet examen d'admission. Et si tu le réussis, tu as accès aux études. Tu n'as pas de diplôme, tu as accès aux études. Et si tu termines ta licence, ben, tu as le diplôme de licence, c'est ce que moi j'ai maintenant, et tu es payé comme un licencié. Et on s'en fout du bac. Et donc là, je vais passer cet examen d'admission. Enfin, ma mère voulait que je le passe. Elle me dépose une première fois. Je rentre dans l'école, j'attends qu'elle parte et je me barre. Après, l'année d'après, elle me dit non, 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 tu dois y aller. Là, elle me traîne jusqu'au bureau d'inscription et elle me force. Et finalement, je passe cet examen. Mais moi, dans ma tête, je suis persuadé que j'y arriverai pas. Mais je le passe et je le réussis. Bon, j'ai envie de vous parler d'un tout petit travail que j'ai dû faire pendant cet examen d'admission. Je devais le présenter au jury. C'était un travail, j'ai décidé de prendre la thématique à la délinquance juvénile, hein, je connaissais un petit peu le sujet, et donc je me suis dit, j'ai pris cet article et j'ai enlevé toutes les dates. J'ai enlevé toutes les dates de l'article et tout, et le titre de l'article c'était « L'insécurité est plus que jamais d'actualité ». Mais il datait avant les grandes vagues de migration postcoloniale. Et en fait, il parlait de toute une série de choses que des jeunes faisaient, genre viol collectif, trafic de drogue, bagarre de bande, etc. etc. Sauf qu'il parlait des blousons noirs, de ceux qu'on appelait les blousons noirs, qui étaient bien français. Et donc, je me rends compte avec du recul que dans ce travail-là, j'ai essayé de cibler deux problèmes. J'ai essayé de dire d'abord et avant tout, la criminalité est liée à des contextes et des réalités socio-économiques. Structurellement, quand les réalités socio-économiques sont précaires, il y a plus de chances qu'on passe à l'acte, c'est clair et net. Hein, les penseurs bourgeois, intellectuels bourgeois, ils utiliseront un mot, ils appelleront les classes dangereuses. C'est comme ça qu'ils désigneront les classes populaires. Dans le sens où ils sont dangereux parce qu'ils sont susceptibles de basculer, soit dans le crime, soit dans quoi ? La révolte. Parce qu'ils sont désinstitutionnalisés. Ils ne respectent pas d'école, ils ne respectent pas. D'ailleurs, Foucault il parlera de ça. Il dit que les prisons, c'est une manière de discipliner et de réinstitutionnaliser tous ces éléments-là qui échappent au contrôle de l'État. Donc les classes dangereuses, les classes populaires. Mais il y a un auteur, il s'appelle Saïd Bouamama. Et Saïd Bouamama, il va expliquer qu'il y a un glissement qui s'opère avec la migration postcoloniale. Il explique qu'au fur et à mesure, les classes dangereuses, ou le concept de classe dangereuse, il va s'étendre au-delà de la question socio-économique. Il explique qu'il y a un phénomène de racialisation du crime. Les étrangers, ou ceux qui sont perçus comme étrangers, y compris s'ils ont vécu des années, depuis plusieurs générations en Europe, ils sont perçus comme un danger, tout le temps. Et ce phénomène, ça aura des conséquences, évidemment. Saïd Bouamama, il rejoint un peu d'une certaine manière Fatima Wassak, parce que Fatima Wassak, elle parle de cette criminalisation depuis l'enfance. Elle explique qu'un jeune racisé dans une école, hein, depuis son enfance, tout ce qu'il fera sera interprété comme des signes de dangerosité. Hein, là où un jeune plutôt occidental ou typé occidental, hein, il répondra à son prof, on dira « mais quel esprit critique incroyable hein, quel anti-autoritarisme prématuré !» Mais quand ça arrivera pour un jeune racisé, on dira « ah, l'insolent, le violent, l'agressif », voilà. Hein. Elle explique que ça poursuit les jeunes racisés sur tout leur développement en tant qu'adultes. Et donc ça va favoriser l'exclusion des établissements scolaires, l'orientation vers des parcours d'échecs, hein. Et puis surtout, ça déshumanisera ces gamins. Elle explique que c'est pour ça que les flics nous tabassent. Je veux dire, un enfant, un adolescent, vous en avez autour de vous, 15 ans, 16 ans, tu ne le tabasses pas, c'est un enfant. Mais un criminel, un délinquant, il faut le briser, il faut le casser, il faut le dresser. Elle expliquera que c'est comme ça qu'il nous déshumanise et qu'ensuite il passe à l'acte.
Bon, finalement, je réussis cet examen d'admission. Je rentre dans l'école et ce sera très complexe au départ pour moi. Les 6 premiers mois, je parlerai à personne, mais vraiment, je suis enfermé dans mon truc. Je vais à l'école. Bon, c'est une folie pour moi d'aller en cours. Et je suis un des cours qu'on a avec une professeure qui est très présente, c'est autour de la pratique de stage. Et donc, avant de rentrer en stage, on doit remettre des travaux sur des thématiques sociales. Et elle nous dira écriture libre, un peu comme Anne racontait tout à l'heure là. Écriture libre, sans structure. Vous écrivez ce que vous voulez sur des thématiques sociales. Moi, ça me sauvera parce que je pense que si j'avais eu un prof qui m'avait demandé des choses trop structurées, ça aurait été compliqué. Mais du coup, je me lâche. J'écris plein de choses. Chaque semaine, je remets des travaux. Sauf que nous, on ne voit pas la prof avant décembre. Donc 6 mois après que l'école ait commencé. Et elle ne nous fait pas de retour. Du coup, moi, le jour de mon rendez-vous, j'arrive devant la porte, je me prête. Et je me dis non. Nique sa mère en vérité. Qu'est-ce que je vais aller toquer à cette porte? Je sais ce qu'elle va me dire. J'ai en tête tout ce qu'on m'a renvoyé de moi-même par rapport à mon parcours de scolarité. J'ai mes potes qui me disent, qui ont intégré complètement que les études, c'était pas pour nous. Mes potes, ils me disent, c'est pas pour nous les études, t'as pas compris. Du coup, je rebrousse chemin. Je sors de l'école. Et puis, avant d'être arrivé chez moi, je m'arrête. Je me dis, putain, mais t'as pas fait tout ça pour rien quand même. Va toquer à cette putain de porte après, quoi. Je rebrousse chemin encore une fois. J'arrive devant la porte, je toque, je rentre et ce sera un des plus beaux moments de ma vie. C'est-à-dire que j'ai une prof en face de moi qui me fait des retours incroyables, qui me dit que mes travaux sont pertinents, sont profonds, sont intéressants. Elle me dit que j'ai un super rôle dans la dynamique de groupe. Elle me sort toute une série de trucs. Moi, j'arrive pas à y croire. Je suis en PLS sur ma chaise. Je me dis, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Je sors dans la rue, j'appelle ma mère. Maman, 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 putain, on a réussi, maman! Je deviens fou, quoi. Ça me fera beaucoup de bien ces études-là parce que au-delà ça m'aidera, y compris en termes psychologiques. C'est-à-dire que le fait de pouvoir prendre la distance sur ce que j'ai vécu avec de la théorie, en étudiant des anthropologues, des sociologues, de la psychologie sociale, il y a toute une série de choses qui me fera prendre de la distance sur ce que j'ai vécu et piger ce qui m'est arrivé. Et ça me soignera. En tout cas, je sentirai vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe pour moi à ce moment-là. Par exemple, la reproduction sociale hein, de Bourdieu. Bah, il t'explique qu'en fait, depuis que tu arrives à l'école, hein, les inégalités sont déjà présentes et que l'école, souvent, elle ne fait que légitimer les inégalités préexistantes à l'école. Il explique que le diplôme, c'est un espèce de truc de distinction pour montrer qui est légitime de gagner plus. Hein. Ça légitime les inégalités sociales, si vous voulez. Hein. Il explique que, par exemple, un médecin, s'il gagne plus, c'est parce qu'il a fait 9 ans d'études, on est d'accord. Hein, 9 ans d'études, il a travaillé, il a bossé. Hein. Une infirmière, elle a fait moins, donc c'est normal qu'elle gagne moins. Sauf ce qu'on ne dit pas, c'est que pour pouvoir faire 9 ans d'études, il faut avoir des parents solides derrière, hein, économiquement, au niveau du temps, au niveau d'investissement et toute une série de choses. Donc lui, il considère ça. Il considère que le diplôme sert à distinguer ceux qui vont réussir et ceux qui à légitimer les inégalités sociales. Hein. La prison aussi. Finalement, s'il galère dans la vie, c'est parce qu'il a été en prison. Ça distingue les perdants et les gagnants de ce grand jeu capitaliste là, dans lequel on est. Et puis il y a la question des capitaux. Hein. Bourdieu, il parle des capitaux. Il explique qu'à la naissance, notre réussite sociale, elle sera en gros déterminée par les capitaux qu'on a. Hein. Le capital social, si des gens haut placés qui peuvent me trouver des stages dans des endroits, etc., bah, j'aurai plus de chances de réussir. Si j'ai des moyens économiques, hein, si j'ai de l'argent, bah, je pourrais payer un prof particulier à mon gosse s'il galère en mathématiques. Ou l'inscrire dans une école élitiste. Et les capitaux culturels. Ça, moi, j'avais. Mais mes parents, ils sont doctorants pour mon père, sociologues pour ma mère. On a des bouquins autour de moi. Donc moi, je lis, je débat, j'argumente. Ma mère, elle est politisée aussi. Donc à la maison, on a ça, on a cette base-là. Et je crois que c'est ça qui me sauvera la vie. C'est ça qui fera que j'arrive à rebondir à un moment donné. Pas la méritocratie de merde là, dont ils parlent tout le temps en disant tu mérites. Non. D'ailleurs, je devrais beaucoup discuter ça, y compris avec des potes à moi. J'ai des potes à moi qui viendront me dire hey, frangin, t'as réussi, t'es un exemple et tout. Je dis hey, cousin, on n'a pas eu la même vie. On n'avait pas les mêmes bases. Ce serait important pour moi de dire ouais, non. Tu vois, il y a de la chance et des choses que j'avais que toi, t'avais peut-être pas, mon frère. Bon. Ces études, elles seront incroyables, mais elles seront complexes aussi, parce que je garde un pied dans la rue. Par exemple, j'ai un pote qui est rentré en prison en même temps que moi, je suis rentré dans les études. Je me souviens que quand je vais le voir, je prends un gros paxson d'herbe que je planque dans mon fut. Et quand je rentre dans la prison, bon, les premières fois, je suis stressé et tout. Je me dis, je vais me faire rattraper et tout. Après, je me rends compte qu'ils en ont rien à foutre, les gardiens.
En fait, la drogue, elle rentre tranquille dans la prison, hein, ils mettent sous sédatif tout le monde, c'est bien pour eux. Ils achètent la paix sociale, hein. Les détenus, ils sont calmes, ils sont shootés, donc ils n'ont pas intérêt à se révolter contre les conditions d'emprisonnement. Donc ça les arrange, ça rentre très facilement. Et à chaque fois que j'irai le voir, hein, une à deux fois par mois, bah, on aura des discussions. Et lui me dira, putain frère, toi t'es rentré à l'université des études et moi à l'université de la criminalité, frangin, on fait des études tous les deux. Et puis c'est vrai. Au plus, moi je vais le voir, au plus il me parle de gros business, de trucs, de machin. Je vois qu'il apprend toute une série de choses, qu'il se connecte avec plein de gens et je me dis, waouh, 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 c'est vraiment l'université du crime, là, ça. Putain. Bon. Puis il y aura autre chose qui me marquera. Un jour, c'est après mes 3 ans d'études, là je vais à mon dernier jour de stage, je suis dans une communauté thérapeutique, on travaille avec des psychotiques, et pendant la réunion débrief, hein, on parlait d'un nouvel arrivant, ils expliquent que c'est un jeune qui a traîné dans la rue, qui a fait des conneries, délinquance juvénile, toute une série de choses. Il cite son prénom, moi je ne reconnais pas, dans la rue parfois, il y a des gars avec qui on a traîné, on n'a jamais su leur prénom, à l'albanais, le truc, le machin, on se donnait des surnoms. Et le jour où le gars rentre dans la communauté thérapeutique, je le reconnais. C'est un mec avec qui j'ai fait plein de conneries. Et puis, c'est pas le plus méchant des gars avec qui j'ai traîné, quoi. Et il est shooté au médoc. Ça veut dire il est gonflé, les yeux vides, il me regarde pendant 5 minutes, il me reconnaît pas. Et moi, je lui dirai pas qui je suis. Je passerai toute la journée avec lui, mais ça me mettra dans un état bizarre. Et quand je sortirai de là, je me dirai, pourquoi il est là, lui, et moi, je suis là, et comment ça se fait? Et puis, la goutte d'eau, ce sera que avant de terminer ses études, bah, j'ai un de mes meilleurs potes, celui qui avait essayé d'être à l'armée avec moi, celui que j'ai évité qui tire sur un. C'est vraiment le sang de la veine, comme on dit. C'est vraiment mon pote. Et ce gars-là, il rentrera en psychiatrie. Et c'était un mec solide, psychologiquement, physiquement. C'était un gars solide, c'était un pilier pour moi, vraiment. C'était vraiment quelqu'un d'important. Et je devrais arrêter de fumer des pétards à ce moment-là. Je vous rassure, depuis, j'ai repris un petit peu. Mais à l'époque, à ce moment-là, je devrais arrêter de fumer des pétards. Parce qu'à chaque fois que je fume, j'ai comme des hallucinations. Parce que le mec, en fait, il ne veut pas que j'aille le voir, il ne me préviendra pas, c'est un pote à moi qui me dira. Et donc je ne l'ai pas vu pendant toute la période où il était en psychiatrie. Et j'aurais comme l'impression de Qu'est-ce que tu fais là? Non, pars pas, frère, reste. Regarde-moi, frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ton regard, il est vide comme ça? Tu respires, mais j'ai l'impression que t'es déjà mort. Putain, frangin, tu sais qui on est, nous? On est les princes de la ville, frère, on peut pas... À ce moment-là, j'aurais l'impression de devenir fou, vraiment. Puis, à la fin de l'année, j'irai dans une soirée où une pote m'invite, je buvrai de l'alcool fort et je pèterai tout dans la soirée. Je serai violent avec tout le monde, y compris avec ma pote. À partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de ne plus boire d'alcool fort. Parce que je me rends compte que toutes ces années dans la rue, elles m'ont bousillé. Il y a de la violence que j'arrive pas à contrôler. Il y a une haine qui sort de mon corps quand je suis sous alcool et tout ça. Je n'arrive pas à contrôler ça. En terminant mes études, je me dis que je n'ai pas envie d'aller directement dans le travail social et j'ai la chance d'avoir croisé les pas d'une compagnie de théâtre. Le collectif Libertalia, c'est une compagnie de théâtre de l'opprimé en Belgique. Hein? Et en fait, je les ai rencontrés pendant mes études dans un projet qu'on faisait avec des étudiants et des personnes qui étaient au RSA. Et du coup, je leur demande de faire un stage avec eux. Et ce sera génial parce que je me souviens du jour où je rencontre vraiment le coordinateur et sa compagne et ils m'expliquent, ils me disent hey, nous on n'est pas des artistes, hein. Nous on est des êtres humains qui tentons de survivre dans ce monde de fous, dans ce monde capitaliste. Et ça me fera du bien d'entendre ça. Puis en plus, je me rends compte qu'il se rend compte des limites de ce qu'on fait. Il m'expliquera par exemple qu'il est parti intervenir dans un quartier chaud à Bruxelles, les cités modernes, hein, et qu'en arrivant, le directeur de l'asso qui les engageait leur a dit « Écoutez monsieur, on a hésité entre les agents de sécurité et le théâtre. » Putain. Agents de sécurité ou théâtre comme outil de pacification sociale. Parce que
Et les jeunes dans le quartier, ils n'ont pas besoin d'agents de sécurité, ni d'acteurs, ni de théâtre. Ils ont besoin de meilleures conditions d'existence. Hein? Le théâtre et les agents de sécurité, c'est pour pacifier la révolte, comme en prison avec la drogue et les médicaments. Et mon pote, en plus, c'est le coordinateur de la compagnie, il aura haine, parce qu'il me dira, putain, entre les agents de sécurité et le théâtre, ils ont choisi le théâtre. Putain, on est plus efficace, nous, pour pacifier des populations, que les agents de sécurité. Bon, on se rend compte de la limite du travail qu'on fait. Mais quand on bosse, on est sincère, on y va avec le cœur, avec toute l'honnêteté du monde, on se dit, ok, on va essayer de faire émerger une parole forte. C'est ça notre objectif. Et puis le théâtre de l'opprimé, c'est un théâtre politique. D'accord ? C'est un théâtre qui a été inventé au Brésil, sous la dictature militaire, pendant une période de censure. Bon, juste pour que vous ayez une idée de la censure. Moi, j'ai des potes syriens qui ont fait du théâtre en Syrie, hein, et qui m'expliquaient que sous Bachar al-Assad, il y avait la censure. Hein. Il y avait l'instance de la censure. Tu vas chez la censure, tu ramènes ton texte, hein, par exemple, dans ce cas-là. Hein. Et donc, par exemple, il me raconte une anecdote où le texte arrive et... Monsieur, vous avez écrit dans votre texte que le train est arrivé 5 minutes en retard. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer que sous le régime de Bachar al-Assad, les trains arrivent en retard, monsieur ? Non, monsieur, je l'enlève. Et c'était ça la censure. 5 minutes en retard d'un train, c'était comme remettre en question l'ensemble de la structure étatique. Et donc là, on est au Brésil, sous la dictature militaire, période de censure. Hein. Tu as Augusto Boal qui essaye de faire son théâtre, un peu militant et tout, et il raconte qu'un jour, il y a des militaires qui rentrent dans le théâtre, qui lui jettent une grenade sur la scène, ça explose pas, mais il se dit, purée, je vais me faire zigouiller moi ici, donc je vais arrêter de faire du théâtre dans les théâtres, je vais faire du théâtre dehors. Et donc, il commence à aller jouer dehors, hein, chez par exemple, il y a une anecdote hein, qui est assez connue, il va chez des paysans sans terre. Hein. Les paysans sans terre, je ne sais pas si vous savez, les paysans à qui on a volé la terre, multinationales, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Paysans sans terre, dictature militaire, hein, et les acteurs du groupe d'Augusto Boal, ils arrivent vers la population comme s'ils avaient des armes dans les mains, hein, et ils disent « Demain, on va faire la révolution, demain, on va faire la révolution, demain ». Et tout le monde « Oh, génial, le spectacle se termine comme ça, c'est génial, et tout, et tout, et tout ». Et puis, tu as un des paysans qui dit à Augusto « Mais putain, c'est trop bien ton spectacle. Parce que nous, on a des vraies armes. Et nous, demain, on va à Rio de Janeiro, on prend les armes, tu viens avec nous, vous venez avec nous. » Et Augusto, il dit « Attends, pas exactement. Parce que, voilà, moi, je suis metteur en scène, je suis acteur, tu vois. » Et le paysan, il dit « Ah, ok, j'ai capté ce que tu me dis. Donc, toi, tu me dis, faut aller mourir pour des idéaux, mais toi, tu n'y vas pas. Hein ? » Et donc, Augusto Boal, à partir de là, il se dira non, je ne peux pas continuer à faire du théâtre comme ça. Il développera toute une série de techniques. Je vous passe création collective. Hein. Création collective, le principe, c'est simple. C'est de se dire, on ne va pas laisser les autres parler à notre place. On va créer notre propre texte. Moi, c'est ce que je ferai à chaque fois que je travaillerai avec des groupes. Hein. On crée notre texte, on choisit ensemble le sujet. Théâtre forum, théâtre invisible, hein, toute une série de techniques qui découlent de là. Et donc, c'est avec ce théâtre-là que moi, je rentre dans le théâtre. Et au travers de cette compagnie, ils finissent par m'intégrer, à un moment donné, j'ai l'opportunité de travailler avec un atelier de théâtre d'ex-détenus. C'est 2 potes à moi qui bossent dessus, c'est Pauline et Manon, hein, c'est elles qui ont initié le projet. Moi, j'arrive après, je bosse avec elles, et finalement, elles quitteront le projet, je resterai moi et un autre collègue à moi, Willem. Et on s'occupera de cet atelier pendant pas mal d'années. Et franchement, cet atelier, pour moi, ce sera une bouffée d'air frais. Parce que je me rendrai compte d'à quel point c'est pas le théâtre. C'est la relation de groupe, c'est le fait d'avoir une position dans un groupe, de recréer des relations, de ne pas être vu comme un criminel en puissance et d'être vu... moi, par exemple, je ne regarde pas ce qu'ils ont fait avant. Je ne veux pas savoir ce que tu as fait. Je veux voir l'être humain que j'ai en face de moi. C'est ici qu'on va se rencontrer, c'est ici qu'on va se connaître. Et donc, ils sentiront ça. Ils sentiront qu'on ne les juge pas avant, qu'on n'interprète pas ce qu'ils font. Enfin, toute une série de choses. Alors, je verrai des molosses qui ont fait 10 ans de prison, pleurer dans mes bras, se donner la main, se donner du courage. Enfin, toute une série de choses que je vivrais comme incroyable. C'est comme si dans les interstices du truc, j'aurais pu voir, putain, c'est possible un monde comme ça, quoi. C'est la réhumanisation des rapports qui sauve. Quand on sort de prison, qu'on a été déshumanisé, qu'on a soi-même déshumanisé les gens, la seule solution, s'il y en a une, je ne sais pas du tout, je ne crois pas que c'est la réhumanisation des rapports. Le problème, c'est que ça dure 3 heures, 3 heures sur une semaine. Et dès qu'ils sortent, ils sont confrontés à la rue, à la réalité, et ça revient. Hein. J'ai un exemple, par exemple, il y a un gars, un jeune, on fait des improvisations, je leur demande de faire des impros sur le quartier, que des contrôles de police violents. Toutes les impros qu'ils ont fait ce soir-là, contrôle de police violents. Il sort de l'atelier ce soir-là, il doit être 22 heures, il rentre dans son quartier,
La police l'attrape, ils le mettent à genoux, ils ne demandent pas de sa carte d'identité, ils lui demandent de poser ses mains sur le sol et ils lui écrasent les deux mains. Il reviendra le lendemain avec les mains toutes... En fait, on comprendra plus tard que la police s'est embrouillée avec des jeunes dans le quartier. Et donc, c'était une manière de se venger, une manière de donner un signal au quartier. Mais lui, il n'a rien à voir avec ça. Il revenait d'atelier théâtre. Bon, des cas de figure comme ça, on en aura plein. Mais la violence, elle continue. Et donc, on a beau nager à contre-courant, bah, le courant, à un moment, il nous emporte. La plupart des gars avec qui je vais travailler, ils vont finir en prison de nouveau ou mourir comme ils savent. Là-bas, je commence à travailler comme travailleur social, vraiment travailleur social, plus seulement animation de théâtre. Il me propose un contrat. Moi, j'avoue que je suis dans la merde à ce moment-là. Je me dis, OK, un peu de sous, truc. Je me dis, je vais y aller. Et à ce moment-là, je suis un peu naïf. Je me dis, attends, on va quand même essayer de faire. Hein. Je me souviens d'une réunion où le directeur, il annonce qu'il faut faire 120 suivis. Hein. On doit suivre 120 personnes par année. Je crois qu'on est 3 travailleurs. Enfin, tu vois, il y a un truc où c'est... en fait, je vous explique. En Belgique, nous, on était sous-traités par ce qu'on appelle Actiris. C'est comme la maison de l'emploi. Et donc, elle sous-traite des associations qui bossent avec des publics très éloignés de l'emploi, hein, comme les ex-détenus, pour les aider à se réinsérer. On n'a pas d'obligation de résultat, heureusement, parce qu'il n'y a pas... Mais on a des obligations de processus. On doit suivre 120 personnes. OK ? Et donc... Moi, je me lève ce jour-là à la réunion et je dis au gars, non, monsieur, quantitatif, ça n'a pas de sens, c'est le qualitatif qui compte. Je fais tout un truc, je me la joue, quoi. Et le gars, il me répond, bah, si t'as pas 120 signatures à la fin de l'année, t'as pas de salaire. Je vous avoue que je me suis rassis, j'ai été faire les signatures, j'ai pas commencé à jouer les super-héros, franchement. Mais du coup, c'est bizarre. Parce que quand t'es face aux jeunes, bah, t'as autre chose dans la tête, quoi. Parce qu'en plus, ça crée de la compétition. Il y a d'autres ASBL qui doivent aussi avoir 100, 120, 150 signatures. Du coup, quand un jeune il arrive, tu n'as pas signé avec l'autre. Et si tu as signé avec lui, tu l'enlèves. Hein. Toute une série de trucs qui n'ont rien à voir avec l'accompagnement social, quoi. Et puis en plus, concrètement, quelqu'un qui sort de prison avec des dettes, pas de diplôme, hein, pas d'expérience professionnelle, bah, c'est vraiment la merde pour se réinsérer, vraiment. Et en plus, la prison, ça déglingue psychiquement, mais physiquement aussi, hein. Par exemple, hein, quand tu es resté en prison pendant trop d'années, ton immunité elle est beaucoup plus fragile et faible que les autres. Ça met beaucoup de temps avant qu'elle se remette. Parce que comme tu es dans une espèce de vase clos, ben, y a toute une série de microbes et de choses que tu captes plus. Donc quand tu sors, tu tombes très facilement malade. Puis on a l'image des gars qui sortent balèzes, ils sont entraînés pendant des... Bon, il y en a qui font ça, ça arrive, hein, ça arrive. Mais ils sont rares. 23 heures sur 24 enfermés. Tu as 1 heure de sortie dans une cellule de 9 mètres carrés à 3 ou à 4. Il y a pas... Et je me souviens d'une fois où je vais chercher un des gars, il sort de prison, il me dit j'ai envie de marcher. On marche 500 mètres, il s'assied, il n'en pouvait plus, il a des crampes aux 2 jambes. Il m'explique qu'en fait, il est resté assis la plupart de sa détention et ça fait plusieurs années qu'il est assis. Donc c'est comme si ses muscles ils avaient été atrophiés. Puis psychologiquement, ça les détruit. J'ai un gars, bon, je ne vais pas citer le nom, il a fait 11 ans de prison. Et quand il sort, il m'explique que pendant 6 mois, il devra circuler tout le temps avec son petit cousin qui a 12 ans. Parce qu'il ne peut pas sortir tout seul, les choses vont trop vite, il a des malaises, il a la tête qui tourne quand il sort dehors, à cause des voitures, des feux, des gens qui passent. Et puis même ceux qui s'en sortent. Hein, il y en a un qui s'en est bien sorti, c'était un gars aussi, ancien braqueur et tout, un mec super intelligent. Il fait des études d'éducateur, il s'en sort, il devient coordinateur dans une asso, mais comment? Il falsifiera son certificat son casier judiciaire. Il sera obligé, parce que sinon il ne l'engage pas. Donc il falsifiera ça, il aura même des stress plus tard parce qu'il a failli se faire attraper, mais il fait un boulot de dingue avec des jeunes, un travail vraiment... Et je me souviens que je discute un jour avec lui et il m'explique, il me dit « Mais tu me vois comme ça, mais tu crois que je suis bien, tu crois que... Mais il ne faut pas croire, frangin. » Il me dit « Je suis claustrophobe. Quand les gens me regardent trop, je commence à transpirer. Je passe plusieurs jours enfermé dans ma chambre tout seul. J'ai des énormes dépressions. » Il me dit « Je suis déglingué, la prison, ça m'a déglingué. » Et là, je veux parler d'un gars qui a réussi à se réinsérer. Ça, quand même, pour moi, c'est super important. On avait créé une BD avec les gars et j'écrivais dans la BD un truc du genre que vous le vouliez ou non, les gens qui sont rentrés en prison sortiront de prison. Il n'y a pas de peine de mort a priori, hein, donc ils sortiront. Dans quel état vous voulez que les gens sortent? C'est ça la question. Quand vous les croisez dans le tram, dans le métro, quand vous allez chercher vos gosses à l'école, dans quel état vous voulez que les gens sortent? Qu'est-ce qu'on fait de nos monstres? La prison, elle continue et elle accentue, elle approfondit le processus de déshumanisation qui a déjà commencé avant la prison. Moi, la question que je me pose souvent, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'attentats ou de dingueries quand ils sortent? Parce qu'ils sont déglingués.
Dernier exemple. Après, je vous lâche, mais pour être sûr que la prison, c'est pas bon, la prison, c'est pas bon. Donc, je vais voir un jeune. Bon, on va pas rire longtemps, les amis, parce que c'est ce que j'amène. Je vais voir un jeune. Euh, il a une histoire un peu, pas un peu, une histoire tragique, hein. Il a vu son père tuer sa mère à coups de hache quand il avait 12 ans. Bon. Après, depuis ce moment-là, il a été placé de foyer en foyer. Il commet toute une série d'actes de délinquance. Et à ce moment-là, il est enfermé dans la prison. Moi, je vais le voir et je vois un gamin terrorisé. Il a 18 ans à peine. Il tremble, il tape sa tête sur le banc, il baffe, hein, vraiment, il bégaye. Il y a des moments où il me parle en pleurant, puis d'autres visites où il ne parle pas du tout, où il ne bouge plus. Enfin, vraiment, je le vois. Et ce qui arrive souvent en prison, c'est le suicide. Et je me rends compte qu'il y a des risques de suicide. Le gamin, il est enfermé avec des plus grands que lui. Il me dit que ça se passe mal, qu'il y a toute une série de choses. Enfin, bref. Moi, je le vois trop mat. Et je me dis, mais purée, il faut que je le sorte, il faut absolument que je le sorte, ce gosse. Tu vois, je vois mon frère, je vois des potes à moi à l'époque, je me vois moi. Je me dis, putain, il faut que je le sorte. Le problème, c'est il est rentré parce qu'il a tabassé sa copine. Il a tabassé sa copine. Sa copine, elle revient le voir. Elle est enceinte de lui. Et lui, il m'explique, il me dit, non, je te jure, je vais sortir, c'était une dinguerie, j'avais bu, truc, machin, je ressors, voilà, mon enfant, il va naître, je veux être là pour la naissance de mon enfant, enfin, toute une série de choses comme ça. Moi, je fais le dossier, il finit par sortir de la prison. Il disparaît directement. Je n'ai plus de nouvelles de lui pendant 3 ou 4 mois, et 3 ou 4 mois après sa sortie, il y a sa copine qui m'appelle, et elle m'expliquera qu'il l'a retabassé. Et qu'il ne l'a pas tué, mais qu'il aurait pu. Il re-rentrera en prison quelques mois après. Et moi, à ce moment-là, je me rends compte de la situation de merde dans laquelle on nous met, nous, travailleurs sociaux, êtres humains, ce que tu veux. Je veux dire, la violence, la société produit de la violence qui se cristallise dans le corps d'un gamin, et nous, on fait quoi avec lui après? En sachant très bien que la prison, ça va empirer les choses. On fait quoi? Je me dis, on est d'accord, c'est pas à moi de choisir entre le suicide et l'homicide, on est d'accord? Pourquoi est-ce que c'est à moi de choisir entre le suicide et l'homicide? Il y a une phrase de Virginie Despentes qui me touche beaucoup. Elle dit « Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Toutes les monstruosités du monde, agressions, viols, meurtres, tout ça m'appartient et me traverse. » Ce qui arrive à ce gamin-là, ce n'est pas une responsabilité individuelle. C'est une responsabilité collective. On est tous coupables de ce qui arrive à ce gamin. Enfin, je veux dire, on le sait, structurellement, les conditions socio-économiques, elles mènent vers le crime. Puis on sait aussi, Geoffroy de la Gagnerie, il dira 90% des homicides, c'est dans les classes populaires. Puis il dit, donc les auteurs sont des classes populaires, mais les victimes aussi. Je veux dire, quand t'es une femme, par exemple, hein, t'es beaucoup plus susceptible de te faire agresser sexuellement quand tu viens d'un quartier compliqué. Et puis quand bien même tu t'en sortirais de cette agression, pour pouvoir suivre une thérapie, une psychanalyse ou n'importe quoi. Si tu n'as pas les moyens, si tu es dans une situation précaire. Donc on le sait que structurellement ça cause ça. Il y a un évêque brésilien qui s'appelle Helder Camara. Il parle de 3 types de violences. La mère de toutes les violences, c'est la violence structurelle. C'est la violence qui appauvrit. C'est la violence qui plonge les gens dans la misère. C'est la violence structurelle qui crée les conditions pour que des crimes soient commis. Ça, c'est la première des violences. Et la deuxième, c'est la violence réactive. La violence réactive, c'est la réaction aux conditions structurelles qui nous détruisent. C'est le crime. C'est la violence entre ces gens dans cette classe populaire. La troisième des violences, c'est la violence répressive. C'est-à-dire qu'après tout ça, les structures qui violentent ne trouvent pas de meilleure manière d'agir que de continuer cette violence-là et de réprimer la violence réactive qu'eux-mêmes ont produite. Il y a aussi un autre type de violence dont parle Helder Camara. C'est la possibilité de rediriger la violence qui a été cristallisée en nous vers les structures qui nous violentent. Il appelle ça la violence révolutionnaire. Mais bon, je sais que c'est pas à vous que... Je suis désolé, je vous gueule dessus et tout. C'est pas à vous que je devrais dire ça, en fait, tu vois. J'aimerais tellement... On imagine, on fait un petit effort d'imagination. Hein. On est dans un stade de boxe. Hein.
On est des millions, des milliers, des milliards. Il y a toute l'humanité, toute la société civile, tout le monde est là. Et au milieu du stade, sur un ring, ou dans une rue, comme vous voulez, il y a deux gamins. Il y a deux gamins qui constituent le fantasme du voyou, étranger, jeune, immigré. Hein? Ils sont au milieu du ring et ils sont prêts à s'entretuer. Hein? Et puis là, moi, je vois dans les tribunes, je vois les journalistes. Ah, ils se délectent de ce qui va se passer, hein? Parce que demain, ils pourront faire la une des journaux, les faits divers. Hein? Ils pourront vendre leurs bouquins, là, leurs trucs. Ils feront plaisir à leurs actionnaires, à leurs patrons. Hein? Puis je vois aussi les politiques, la classe politique. Ceux qui vont mourir vous saluent, messieurs. Hein? Parce que la classe politique, ils sont contents. Ça justifiera des mesures sécuritaires qui ne serviront pas aux jeunes de la rue, mais à museler des associations qui tentent de transformer la société. Hein? On imagine le combat commence, ils s'affrontent, hein? Ils sont là. Hein? Et puis il y a un truc bizarre qui se passe. Il y a un des gamins qui arrête de combattre. Il arrête de combattre, il se dirige vers la foule. Il va leur parler, il va leur dire « Oh ! Oh ! Vous croyez innocent là-bas, dans vos petits sièges là? Vous croyez que vous avez les mains propres? Mais il y a plusieurs manières de tuer. Hein? Il y a plusieurs manières de tuer. On peut fermer les frontières et faire que des gens se noient dans la Méditerranée. On peut laisser des peuples entiers sous les bombes crever sans rien faire. On peut construire la délinquance et déterminer la vie de petits gamins innocents à l'avance, jusqu'à ce qu'ils s'entretuent pour un peu de drogue. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien ce que vous faites parce que vous avez peur de nous. Vous avez peur que tous ces foyers de contestation légitimes s'unissent. Et imaginez les banlieues qui explosent, les mamans des quartiers populaires, les féministes, les gilets jaunes, tous ensemble. Quelle puissance de transformation sociale ce serait. Vous avez peur de nous. Et je vous promets, non, c'est plus qu'une promesse, c'est une déclaration de guerre. Toute la haine, toute la violence que vous avez mis dans mon cœur et qui a contaminé chaque parcelle de mon corps et de mon âme. Et elle servira plus jamais à faire du mal aux gens qui m'entourent. Et elle sera tout entière dédiée à détruire cette machine à broyer les êtres et les existences que vous avez le culot d'appeler société. Bonjour.